Salut les amis! Alors il n'y a pas très longtemps, on découvrait ensemble une philosophie purement japonaise, celle de Ichigo Ichie, qui était appliquée et applicable en combat. Aujourd'hui, on en voit une deuxième qui prend, elle, ses racines au cœur du codex du Bushido et qui est appliquée notamment dans le karaté de maître Oshima. C'est parti! Alors avec le temps, il y a quand même de nombreuses philosophies martiales issues des arts Bushi qui ont été un petit peu détournées et transformées pour être applicables en combat dans des arts Bushi ou Budo modernes. C'est le cas notamment de certaines philosophies Bushi applicables en Budo à travers le karaté. Avant de détailler un petit peu ces philosophies et la façon dont elles vont être appliquées dans le karaté, notamment celui de maître Oshima, on va revenir un petit peu sur déjà qu'est-ce que le Bushido, qu'est-ce que ce codex. Alors, ceux qui me suivent depuis très longtemps, ceux qui suivaient déjà les reportages que je pouvais faire dans les magazines ou les différentes vidéos que j'ai pu éditer, vous savez que c'est un sujet qui me passionne, j'ai déjà fait de nombreux sujets dessus. Donc, le codex de Bushido, vous avez peut-être déjà énormément d'informations dessus. Pour les autres, on fait un tout petit récap. Il faut attribuer, on va dire, le mérite de la réforme militaire et de la restructuration à Minamoto no Yoritomo. Vous savez, c'est ce shogun qui a pris possession à Tsurugaoka Chimangu à Kamakura et qui, durant l'ère Kamakura, a complètement restructuré et reformé la dynamique des arts militaires. C'était, on pourrait dire, un petit peu caricaturé le bazar auparavant, parce que tout le monde pouvait faire tout et n'importe quoi, et lui, il a essayé de remettre un petit peu d'ordre, de restructurer les troupes, de les redynamiser pour obtenir un meilleur niveau militaire. Il a notamment remis au goût du jour le Yabusame. Vous savez, le tir à l'arc à cheval, ce qui était, fut un temps, le Kyuba no Jutsu, qui, pour le coup, au fil des siècles précédents, presque 2000 ans, était lié à des pratiques plutôt religieuses pour la fertilisation du sol. Eh bien, il a remis ça au goût du jour pour la performance martiale, pour que différents de ces guerriers puissent s'affronter sous forme de joute afin de les motiver à savoir être de bons cavaliers, à savoir de bons tireurs. Et grâce à lui, le Yabuseme et le Yabusame a pris de plus en plus de possession, on va dire, au sein des shogunats. Et la réforme des arts martiaux à travers justement tous les arts Bushi que l'on peut connaître aujourd'hui, la Naginata, le Kyudo, le Yaido et ainsi de suite, le Kenjutsu, on finit par traverser les âges. C'est grâce à sa réforme, on va dire, à sa restructuration martiale qu'aujourd'hui on a nos arts martiaux à nous modernes. Je pense que sans lui, on n'aurait pas toute cette richesse, il n'y aurait pas eu cette conservation et cette expertise au fil des siècles. Alors le Bushido, c'est pas si vieux que ça. Minamoto no Yoritomo, il a fait beaucoup de restructuration, comme je vous le disais. Il a fait beaucoup de réformes et a permis justement à déjà faire des premières synthèses. Donc la synthèse majeure du Bushido, c'est de se dire que c'est un petit peu un mélange de différents principes philosophiques religieux qui viennent du shintoïsme, du bouddhisme, du confucianisme. C'est un petit peu l'idée de avoir une méthodologie presque pédagogique, avoir des décrets sur comment il faut faire, comment on se comporte, ce qui est interdit de faire, et ainsi de suite. C'est-à-dire petit à petit créer un petit peu des règles de conduite et des règles d'art, de dynamique pour ces troupes martiales. Au fil des années, ça s'est de plus en plus influencé par des pratiques martiales et ça a commencé à prendre forme à travers différentes guerres, justement, à différents comportements martiaux. Et le mot Bushido n'est arrivé qu'au XVIIe siècle. Donc là, pour le coup, le mot Bushido, c'est lui donc, qui a créé aujourd'hui ce qu'on appelle le codex du Bushido. Et il était utilisé dans le Koyogunkan, qui en fait est une chronique de 20 volumes qui retrace les guerres et les victoires du clan Takeda. Donc c'est une information qui pour le coup peut-être ne va pas vous parler mais qui reste quand même très importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvenez-vous, il y a maintenant 10-15 ans, j'avais rencontré le clan Takeda, je faisais partie des 3 seuls journalistes depuis l'ouverture de l'école Takeda qui avait eu le privilège d'entrer au sein de l'école pour assister au Yabusame, pour assister aux cérémonies et pouvoir parler à la fois aux maîtres et aux dirigeants du clan Takeda, et parler justement de ce fameux codex Bushido, car encore aujourd'hui, ce sont eux qui ont commencé à établir, à recentrer un petit peu ce qu'était que le Bushido, et on conserve les premiers écrits, ils conservent le Koyogunkan, et en plus, ils conservent véritablement les vertus, les valeurs, et ainsi de suite, dans des textes sacrés. Ils sont aujourd'hui les détenteurs de ce savoir-là et les détenteurs de ces écrits. Donc c'est très intéressant de discuter avec eux de certains principes philosophiques et comment des principes purement Bushi qui ont traversé les siècles
se sont retrouvés à être comme ça sortis de leur contexte et utilisés dans des domaines purement budo. Donc ça, si, c'est très intéressant parce que ce sont ni plus ni moins que des gens comme vous et moi, modernes, mais qui ont pour mission de conserver, on va dire, l'histoire et la tradition de leur voix, qui pour le coup est la voix de Takeda. Donc en discutant un petit peu avec ces personnes-là, on se rend compte que certaines donc, valeurs philosophiques qui étaient applicables au clan, et qui étaient applicables à l'époque, même à l'époque de Minamoto no Yoritomo, ont commencé à faire leur voix de manière un petit peu individuelle, dont notamment une grande voie philosophique qui consiste à ne pas reculer face à l'adversaire. Donc à l'époque, autant à l'époque de l'ère Kamakura qu'à l'époque Sengoku, quand justement les premiers écrits Bushido ont commencé à retracer toutes ces choses-là au sein du Kyokugan, on a justement l'idée de ne pas reculer devant l'adversaire. Au début, c'est une sorte de leitmotiv et une sorte de valeur fondamentale du samouraï. On ne recule pas devant le combat, on ne recule pas devant l'adversaire. Eh bien, cette philosophie-là, elle a été un petit peu détournée, pas forcément détournée, elle a été sortie de son contexte, voilà, plutôt pour pouvoir être appliquée, ni plus ni moins qu'en kumité. Ou dans toutes ces formes de kumité, ce qu'on appelle au Japon le yakusoku kumité. Ça part du kyon ippon kumité à l'ippon kumité, au sanbon kumité, au ju ippon kumité, au ju kumité, et ainsi de suite. Donc, l'idée est de ne pas, c'est pas tant devoir avancer face à l'adversaire, mais c'est l'interdiction de reculer face à l'adversaire. Cette interdiction, elle est tant physique que morale. À partir du moment où on recule en combat, j'ai un adversaire, je suis là, à partir du moment où je décide de trop absorber, de faire un pas, donc de le laisser guider le combat, d'être véritablement l'attaquant et moi qui vais commencer, entre guillemets, à fuir, à partir du moment où je recule sur mon combat, je déshonore ma lignée philosophique martiale. Donc, l'idée est justement de, on va dire, faire bloc et d'avancer. On retrouve quelques paramètres que l'on a utilisés et qu'on avait vu déjà, qu'on avait découvert dans les principes NT, puisque le principe NT, c'est en plus de l'utilisation d'un bras et de l'énergie, c'est de confronter l'adversaire, de ne pas reculer pour pouvoir justement à la fois empêcher la double attaque et renvoyer éventuellement l'énergie de l'adversaire vers lui-même. Donc, ou en tout cas l'utiliser contre lui. Donc on retrouve un petit peu cette philosophie-là et on voit tout à fait que dans certains dojos, moi qui ai pratiqué pendant un petit moment à Waseda, le deuxième dojo ouvert par maître Funakoshi, lors des 80 ans de Waseda, il y avait des cours spéciaux. Justement, c'est un dojo plutôt moderne qui se trouve au sous-sol de l'université de Waseda. J'avais vu et j'avais pu aussi pratiquer, j'ai même enseigné là-bas, j'ai pu pratiquer et faire des combats à l'époque avec le capitaine ACB, qui était le capitaine de l'équipe de kumité de Waseda, et d'apprendre véritablement ce principe-là, le fait de ne pas reculer, de ne pas pouvoir reculer pour ne pas déshonorer. C'est-à-dire que ce sont des assauts uniques, des confrontations qui, pour le coup, donc, amènent quelque chose de très brutal, de très organique, puisque on n'a pas cette recherche stratégique de je vais reculer, je vais essayer d'absorber, je vais le laisser venir, je vais le laisser se fatiguer, et ainsi de suite. On sort complètement de ce principe-là. C'est-à-dire qu'il y a deux buffles qui se regardent et qui vont avancer l'un vers l'autre, et c'est le premier qui arrive à toucher l'autre. Donc il y a un petit côté très agressif. Est-ce que c'est vraiment respecté par rapport à la philosophie Bushido de base? Ça, chacun trouve midi à sa porte, mais en tout cas, pour le vivre et pour le comprendre, il faut voir effectivement qu'il y a cette philosophie-là qui va commencer à être applicable. Et justement, on parlait de Maître Oshima, et donc pour aller encore plus loin, Maître Oshima, c'était l'ancien capitaine de Waseda, c'est un des élèves de Waseda, justement, et qui était maître à Waseda. Lorsqu'il est venu faire ses 80 ans, la grande cérémonie des 80 ans à Tokyo, c'est Waseda qui l'a accueilli. Et il a toujours pratiqué dans ces valeurs-là, c'est pour ça que Waseda et lui, on va dire, partagent de nombreuses valeurs philosophiques, dont celle-ci, le fait d'avoir cette forme d'interdiction de reculer au combat. Et lors de cette grande cérémonie des 80 ans de Maître Oshima, on a pu voir à travers les joutes des combats de démonstration, une sorte de petite compétition qui était organisée spécialement pour lui. On voyait que les combattants faisaient tout pour ne surtout pas reculer et déshonorer le maître qui les regardait. Ça avait même été encore plus loin, puisque dans le sanbon kumité, il y a cette forme de pratique où, justement, en sanbon kumité, plutôt que lorsqu'on va subir 3 attaques, on va reculer sur 3 pas, et bien là, on a l'interdiction de reculer sur 3 pas. Donc il va falloir réussir à pivoter, à renvoyer, à contourner, à décaler l'énergie, à faire du déplacement, plutôt que
reculer par rapport à l'adversaire. Donc ça peut être aussi une démarche qui a ses vertus. On a notamment l'idée soit d'attendre, faire du go-no-sen, c'est-à-dire subir pour pouvoir contre-attaquer à la fin, ou pour les niveaux supérieurs, de faire du sen-no-sen, voire du sen-sen-no-sen, de l'anticipation. Donc il y a des petites choses en plus. Après, évidemment, il faut le tester, il faut le vivre pour pouvoir le comprendre. Donc on a fait un petit peu le tour de cette philosophie. L'interdiction de reculer en combat, c'est véritable, à partir du moment où le combat commence, c'est palpable, c'est visible, c'est véritablement visible. Les adversaires vont commencer à pivoter de droite à gauche, toujours en avançant, un petit peu comme ce qu'on peut retrouver dans le Juippon Kumite fédéral, c'est-à-dire on ne recule pas, on va l'un vers l'autre. On peut pivoter, on peut travailler en circulaire, mais on va l'un vers l'autre. On n'attend pas, on ne va pas reculer face à l'adversaire. Donc là, si ce n'est que c'est en kumité, avec des gants, et c'est le premier qui touche. Donc, lors de ces 80 ans, évidemment, il y a eu de la casse, parce que forcément, deux buffles qui vont l'un vers l'autre et qui ne veulent surtout pas reculer pour ne pas déshonorer le maître, ça fait parfois des choses qui ne sont pas très jolies à voir. On y reviendra, parce que justement, lors de ces 80 ans, où j'étais invité pour suivre le séminaire de Maître Oshima, il y a eu des choses qui ont fait que tout le sujet, tout le reportage que je proposais n'a pas pu être publié. On en reparlera dans un tuto ultérieur. C'est très intéressant aussi pour vous d'avoir aussi les coulisses de comment fonctionne l'architecture pyramidale japonaise, comment les autorisations peuvent être données ou pas, parce que vous-même, si vous allez pratiquer au Japon, si jamais vous allez même en tourisme et que vous allez dans un dojo pour pratiquer, il y a des choses à savoir. Et si vous ne les respectez pas, c'est rideau. Donc même parfois, si ce n'est pas de votre faute, si on va dire c'est un héritage, parfois l'héritage peut être véreux et vous pouvez vous retrouver parfois avec de gros soucis. On en reparlera plus tard. En attendant, passez une bonne semaine, portez-vous bien. Ciao.